Salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo bilan sur Le Prince des Dragons que je me suis terminé il y a une grosse semaine de ça. Série qui m'avait intéressé sur le principe parce que c'était un univers de fantasy par les mêmes créateurs, en tout cas une partie de l'équipe de création derrière Avatar, le dernier maître de l'air, et qui est une de mes séries préférées de tous les temps. Et est-ce que ça a été le cas pour celle-ci? Non. Et c'est un peu frustrant, je vous cache pas, parce que j'y suis vraiment allé avec des a priori très positifs. Je m'attendais pas forcément à ce que ce soit du même niveau que Avatar. Hein. Je me doute qu'une série de cette qualité-là, ça ne se trouve pas tous les 4 matins, mais avec l'espoir que ça tacle des sujets vraiment importants et que ça le fasse avec le bon ton une majorité du temps. Même si j'ai quelques réserves assez importantes concernant la légende de Korra, il y avait quand même pas mal de points qui étaient vraiment bons dans cette série, en dépit des grossièretés qui ne sont pas négligeables non plus. Là, c'est pas le cas. Là, ça a été une légère douche froide, sans être affreux, une série correcte, qui aurait pu être largement plus que correcte. Et avant de parler détail par détail, on va voir un peu les points globaux de ce qui est réussi ou pas. Commençons par ce qui est réussi pour commencer par le positif. Le concept et les enjeux sont assez prenants, même si assez classique dans l'absolu. On met en place un conflit entre humain et créature magique, exadien comme on dit, en donnant un certain lore à ça qui est pas dégueulasse, et en appuyant que c'est pas juste les méchants contre les gentils. Et même si malheureusement dans l'exécution c'est un tout petit peu à revoir, je trouve qu'on n'est jamais vraiment tombé dans ce côté je suis un gros méchant pas beau qui veut faire le mal parce que je veux du pouvoir, etc. Même si à nouveau ça aurait pu être mieux exécuté. J'estime que les antagonistes, même les plus irrécupérables, ont fait ce qu'ils ont fait, pas par pure malice envers quelqu'un, mais avec des motivations qui se comprennent en un sens. Même quand c'était de la vengeance, même quand c'était de la peur par rapport à quelqu'un, ça n'a jamais été, en tout cas au premier plan, pour faire du mal pour son propre pouvoir personnel. Et ça vient du fait que c'est vraiment un conflit idéologique sur comment le monde est régi et les inégalités qui vont derrière. C'est, je redis, mal exécuté, ce qui fait que c'est frustrant, mais ça aide beaucoup malgré tout à cimenter un monde intéressant dans les enjeux qu'il propose. Et ça apporte pas mal de bonnes actions, de bonne créativité dans les magies possibles, puisque on essaye de dépeindre un monde assez complexe dans sa mise en place pour que chacun ait accès à certaines méthodes de combat, certaines magies en tout genre qui appuient des conflits, des moments très péchus en termes d'action. Malheureusement pas aidé par l'animation qui est, on va dire, moyenne, mais malgré ce côté-là, j'avoue que l'action est assez prenante quand on en met, et ça arrive assez souvent. Ça permet d'afficher énormément de capacités différentes et la pluralité, la diversité assez importante du monde qu'on veut donner. Et ça passe très bien via cette partie-là. Et enfin, ce qui m'a plu, c'est les divers changements de statu quo et surtout la thématique de responsabilité qui va avec. Lorsqu'on est mis face à un certain pouvoir, à certains choix, qu'est-ce qu'on va faire alors que le destin de beaucoup de personnes, de beaucoup de situations repose sur nos décisions en tant que personne importante, en tant que personne qui se voit attribuer quelque chose de cette ampleur-là. Ça a été le cas autour de Viren, qui a eu accès à pas mal de choix possibles et qui a fini par en prendre d'autres, Ezran en particulier, Callum aussi, c'est-à-dire les conséquences de nos choix et les responsabilités qui en découlent. Il y a pas mal de moments qui sont assez puissants à cet égard-là lorsqu'on veut appuyer la mentalité de nos personnages, la psychologie, qui est, je pense, à son meilleur niveau à ce moment-là. Qu'est-ce qui prime entre ce qu'on désire et ce qu'on doit faire? Comment ce poids des responsabilités nous atteint et jusqu'où on est prêt à aller pour les assumer complètement? C'est quelque chose que je trouve vraiment
très intéressant à voir se découler au fur et à mesure des saisons par rapport à une partie importante des personnages qui sont mis en avant, que ce soit donc nos héros, Viren en tant que méchant principal durant une partie importante de l'histoire, et aussi par exemple Janai. Je suis pas ultra fan du personnage, mais les principes qui sont mis en avant sont plutôt cool à aborder. L'exécution manque, je trouve, un peu de finesse, mais j'avoue que le fait d'accentuer cette thématique, vraiment, ça aide à donner du poids réel au déroulé de votre intrigue, même si elle n'est pas si extraordinairement bien écrite que ça. Et ça nous amène donc aux points négatifs et qui vont avec cette série. Le premier temps, c'est une première, le ton comique qui alourdit le tout. J'en ai marre. À chaque fois, 2 fois sur 3, 2 fois sur 3, j'ai un problème de cet acabit-là avec une série que je traite. Ça devient saoulant. Donc voilà, c'est une mode de faire du LOL à tout va et de ne jamais savoir quand s'arrêter, quand se stopper pour que les enjeux qu'on met en avant, qui sont super forts, aient tout leur poids en fait. C'est vraiment irritant. Je vais pas en dire des caisses, énormément de passages d'humour qui sont grossiers, qui sont lourds. C'est clairement pas au même niveau de finesse, au même niveau d'incorporation plutôt bien pensé qu'il y avait dans Avatar. C'est vraiment un gros cran en dessous de ça. J'étais vraiment frustré par ça. Les développements mal expliqués ou express, il y a énormément de moments où on passe d'une situation A à une situation B pour un personnage, à un conflit qui va jouer un rôle soit dans un épisode, soit dans une partie importante d'un arc, et qui n'ont pas été bien amenés, qui ne sont pas bien expliqués, et qui sont développés en mode rushé. C'est vraiment saoulant de voir ça, de voir que vous avez des tonnes d'idées et que vous ne savez pas bien les incorporer. En fait, la plupart du temps, je me dis ça pourrait être cool si vous preniez le temps, mais vous ne le faites pas. Et c'en est ridicule. Je trouve que le plus gros par rapport à ça, c'est l'ellipse qui a été faite entre la saison 3 et la saison 4, où on nous balance des tonnes de trucs nouveaux, vu qu'il s'est passé un certain temps, mais on prend jamais le temps d'expliquer d'où ça vient, et donc on doit digérer ça sans que ce soit développé. Vraiment. Et je pourrais passer vraiment beaucoup de temps sur chaque détail de ce truc-là, parce que je pense que c'est la pire erreur en termes d'écriture et la raison pour laquelle je ne suis pas pris dans la plupart des enjeux, même s'ils sont forts en soi, c'est-à-dire que vous ne savez pas bien les appuyer par quelque chose de bien pensé. Dans la saison 3, tout le monde décide de suivre Viren parce qu'ils ont peur de ces Xadiens qui s'en prennent à eux alors qu'il les a manipulés pour qu'ils croient ça. Et à un moment donné, lorsque Viren fait quelque chose du même acabit que ceux dont ils ont peur, ils sont totalement pour le suivre avec très peu de doutes. On fout en l'air un développement en justifiant à peine les décisions des gens et en les traitant juste comme des espèces d'ennemis à battre et dont on se fout royalement après, c'est plus développé. Ce genre de merde est ultra irritante et ça arrive tout le temps. C'est le plus irritant de cette série pour moi, même si c'est pas loin devant le ta gueule c'est magique abyssal que se donne le prince des dragons. Il y a 2 types de magie, je trouve, en termes de fiction. On peut un petit peu faire un parallèle avec les sciences dans la vraie vie. Il y a les sciences dures et les sciences molles. Les sciences dures, ce sont les sciences qui reposent sur du concret, des méthodes assez concrètes qui sont bien reprises et sur lesquelles on réfléchit de façon à ce que ce soit le plus cadré et carré possible. Il y a les sciences molles. Et là, c'est très vaste, c'est-à-dire celles qui se reposent sur de la réflexion qui ne repose pas sur des modèles très précis, ou vraiment très faciles à changer parce que c'est pas carré. C'est la même chose, je trouve, pour la magie en fiction, hein, si j'ose dire. Il y a la magie dure et la magie molle. La magie dure, c'est celle qui pose des règles assez claires, qui met en place une certaine complexité sur ce qui peut se faire en matière de magie selon les cas, selon les dispositions, etc. Et celles qui sont en
un peu en roue libre. C'est-à-dire on sait qu'il y a quelqu'un qui a un mage puissant, techniquement il pourra faire pas mal de trucs, et ça nous arrangera bien quand ça pourra aider à un moment ou à un autre. C'est pas forcément mauvais l'un comme l'autre, évidemment, hein. Quand on part dans la magie dure, c'est plus gratifiant de voir quand c'est réussi, parce que ça le fait de façon carrée. Je pense qu'un des exemples les plus parlants, c'est Avatar. Avatar, le dernier maître de l'air, met en place 4 éléments, 4 maîtrises, avec tout un tas de rituels, de dispositions pour ça, et tout ce que ça promet. Ça permet beaucoup de créativité en posant des limites, un cadre assez clair, et je trouve ça très fun. Vraiment très bien fichu dans la série. On prend quelques libertés au fur et à mesure, un peu vers la fin et dans la légende de Korra qui sont un petit peu grossières, mais c'est pas non plus affreux dans un sens. Et en termes de magie molle, il y a le Seigneur des Anneaux. Ah, puisqu'on parle de 2 trucs que la série Le Prince des Dragons adore référer, oui, le Seigneur des Anneaux, on a énormément de mages qui ont des capacités assez vagues et qui peuvent se permettre pas mal de trucs parce que ce sont des mages puissants. Et c'est pas trop dérangeant. Si on accepte la chose, ça permet de créer pas mal de tensions, même si c'est pas aussi rigoureux. Et ça donne quand même un univers super fort. Mais oui, il n'y a pas de règles ultra précises, en tout cas dans les films, qui sont données sur comment marche cette magie, à part qu'il y a des gens qui ont ça dans leur sang et qui peuvent faire pas mal de trucs s'ils le souhaitent. Et le truc avec le Prince des Dragons, c'est que ça essaye de se donner un cadre avec de la magie dure, mais ça le traite comme de la magie molle. Vraiment, le ta gueule c'est magique et il est abyssal là-dedans. On pose 6 éléments plus 1 qui est un petit peu bâtard, entre guillemets, qui est créé par le grand antagoniste final. Et on donne de moins en moins de règles à comment ça marche, comment on peut apprendre ça au fur et à mesure. Et oui, étant donné qu'on est dans un monde magique, il y a des tonnes de capacités qui sortent de mon cul. Je veux dire, Ezran parle aux animaux. Un truc qu'on nous balance à la fin de la saison 1, et à aucun putain de moment on prend la peine de nous dire d'où ça vient. Parce que magie, voilà, et nique ta mère. C'est ça le principe. Des tonnes de capacités possibles pour des tonnes de sorts qu'on ne justifie pas particulièrement et que d'autres personnes peuvent atteindre, les humains peuvent le faire, mais seulement une personne. Et qui ne pense pas une seule seconde à l'enseigner à qui que ce soit après coup. Voilà, c'est ça, Callum, c'est très irritant aussi. Callum et Ezran sont vraiment très irritants parce qu'ils représentent vraiment ça au centre, quoi. Ezran a un pouvoir magique qui sort de son cul, qui n'est jamais expliqué, et Callum a le pouvoir de maîtriser toutes les magies comme il le souhaite en se concentrant suffisamment, et personne d'autre que lui parce qu'il est spécial pour une raison de mon cul. Ce genre de truc vachement irritant, et je peux en citer des tas. Je veux dire, vers la fin, il y a le grand méchant nécromancien qui peut ressusciter des morts et faire devenir des zombies à la solde du grand méchant. D'où ça sort de mon cul, voilà. C'est un sort de magie noire. La magie noire, c'est très pratique, hein, parce que la magie des ténèbres qu'on a inventée, ça peut faire tout et n'importe quoi, sans justifier d'où on a trouvé comment ça fonctionnait, en fait. C'est très pratique. Et ouais, c'est vachement saoulant, parce que ça donne vraiment pas de force à vos capacités quand ça peut être un peu tout et n'importe quoi comme ça nous arrange. Dans le Seigneur des Anneaux, j'en ai parlé, c'est rarement non plus abusé au point de sortir n'importe quoi quand on le sent. On sent qu'il y a quand même des limites tacites qui sont appuyées. Les limites tacites sont pas vraiment claires dans Le Prince des Dragons et c'est vraiment irritant ça. Enfin bref, c'est juste pour dire les 3 points les plus irritants, les plus négatifs de cette série pour moi. Il y en a d'autres, en bien ou en mal. Un peu plus en mal je trouve, mais bon, globalement ça fait correct. Ce coup-ci, je vais faire un truc un peu particulier et je vais rapidement vous donner mon ordre de préférence des 7 saisons qui sont plus ou moins 7 arcs dans l'histoire. Parce que pour moi, ça mérite d'être un tout petit peu classé totalement. La meilleure saison pour moi, il y a 2. Ça met en place le voyage, ça poursuit le voyage de nos 3 héros de façon assez satisfaisante, avec plus
de concentration sur Viren et ses ambitions qui sont assez prenantes à suivre. Et l'introduction d'Aravos passe très bien. La saison 1 est la numéro 2 pour moi. Une introduction un peu laborieuse dans les 3 premiers épisodes, mais une fois que c'est passé, c'était plutôt cool. C'est plutôt cool pour poser l'ambiance autour de nos 3 personnages et cet univers et ses enjeux. Malheureusement, ça n'aura pas été si bien traité que ça par la suite, mais c'est le truc qui passait bien. La numéro 3, c'est la saison 6, l'avant-dernière. Je la trouve un tout petit peu surestimée, beaucoup de gens disent que c'est génial. Je trouve que c'est surtout génial sur certains points vers la fin. C'est un peu ce côté calme avant la tempête, où nos personnages pensent avoir le temps de se poser pour régler les problèmes à venir. Et c'est rendu acceptablement, on va dire. Mais bon, pour moi, il y a quand même déjà une différence de qualité assez notable entre les 2 premières saisons et celle-ci. Hein. Suivant numéro 4, saison 5. Celle qui a précédé, c'est surtout pour sa fin, je trouve que c'était laborieux à plusieurs moments. Il y a beaucoup de pertes de temps pour arriver à cette conclusion qui est bonne. Vraiment, la conclusion est bonne, mais punaise, on a perdu beaucoup de temps avant. Hein. Et dans un sens, je me dis que ça aurait clairement été mieux que nos héros perdent à la fin et que Aravos revienne plus vite. Comme ça, il y avait quelque chose, parce que c'est vraiment la fin d'Aked pour empêcher la libération d'Aravos, et après on n'y réfléchit plus, mais je pense qu'il aurait fallu faire en sorte qu'Aravos revienne plus tôt, de façon à ce qu'il ait plus de temps de mettre en place son délire. Malheureusement, ça allait beaucoup trop vite, un problème de développement par la suite, comme d'hab. Ensuite, en numéro 5, c'est la saison 3. Là aussi, je la trouve assez surestimée. J'apprécie la moitié, j'ai envie de dire. La première moitié était plutôt cool, malgré des pertes de temps, mais c'est vraiment la façon dont ça se conclut, la considération d'un camp par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vers la fin, on se dit non, on ne veut plus que ce soit moralement gris, on veut que ce soit les enfoirés à bouter hors du royaume des gentils. Plus ou moins ça comment c'est montré, et ouais, le début est vraiment lourd sur la partie où Viren prend le pouvoir, parce que c'était un peu naze, quoi. C'est censé être la conclusion du premier grand arc, celui-là, et je trouve que c'est trop grossier dans beaucoup de points. Néanmoins, je pense que c'est un chouïa meilleur que la saison 7. Dernière saison en date, qui est la fin ou pas. C'est un peu difficile à dire, parce que je dis que je fais le bilan, mais je suis même pas sûr que ce soit terminé, parce que ce n'est pas une conclusion parfaite, il reste beaucoup de trucs en suspens. Et c'est peut-être ça qui est particulièrement irritant, mais voilà, c'est géré très pauvrement, majoritairement, et c'est pas satisfaisant. Et pour ce qui est censé être un final, un peu comme la saison 3, mais en pire pour moi, c'était vraiment frustrant de voir que ça n'a pas su donner ce que ça promettait comme grande conclusion, comme feu d'artifice final, quoi, à un certain degré. C'était beaucoup trop juste pour ça. Néanmoins, pour moi, la pire, c'est la saison 4, parce qu'elle est juste chiante. C'est juste, c'est le départ, on met en place les enjeux d'arrêter Aravos, et on passe des plombes à retrouver un dragon de merde, à perdre du temps sur des conneries, avec un conflit mal branlé sur lesquels on se centre sur les mauvais points, vraiment, et pour une dernière confrontation naze, vraiment naze, c'était irritant. Et l'une des raisons pour lesquelles je trouve la saison 5 assez juste, là aussi très médiocre à certains points, c'est que ça reprend la suite de la merde qu'avait instauré la saison 4 en fait, où ça avançait pas, où on n'est pas allé au bout de certains trucs, avec tout le temps qu'on a passé sur ça, c'était irritant. Voilà, hein, si vous voulez mon ordre d'appréciation, vous l'avez. C'est vraiment dommage qu'on ne sache pas bien traiter les enjeux, parce qu'ils sont intéressants une fois de plus, et ça se ressent vraiment avec ça. Je trouve que les 2 premières saisons promettaient largement plus que ça. Enfin bon, maintenant on va parler un petit peu des personnages, à commencer par les personnages de soutien. Le numéro 1 dans ce domaine, sans conteste, c'est Amaya. La tante badass qui sait bien se battre et qui est sourde muette, et on joue bien dessus sans que ce soit
trop dans ta gueule en termes de messages progressistes ou quoi que ce soit, et elle envoie du pâté quand elle est mise en avant. Elle a beaucoup de moments forts de conversation, que ce soit entre elle et Viren au tout début de la saison, ou même elle, entre elle et les héros quand ils se croisent, même si c'est malheureusement pas très souvent. Et je trouve juste dommage parce que vraiment, je trouve que dans les 3 premières saisons, elle était vraiment prenante à suivre, qu'on l'ait reléguée à la copine de Janaï. J'exagère un petit peu, mais à partir de la saison 4, c'est plus ou moins ça. C'est Janaï qui est une sorte d'héroïne secondaire dans l'histoire, et elle doit prendre des décisions, voir ce qui est important, et Amaya, elle l'épaule. Alors, elle n'est pas non plus complètement passive, elle sait être proactive de temps en temps, mais c'est pas aussi puissant que ça, et c'est franchement dommage, parce que elle se battait pour moi en termes d'intérêt en tant que personnage préféré de la série, mais à cause de ça, elle a un tout petit peu descendu, et le numéro 1, il était assez évident après coup. Terry. Non, mais vraiment, ceux qui ont suivi un tant soit peu mes réacs, ça ne devrait pas vous surprendre une seule seconde. Je hais ce personnage et ce qu'il représente. C'est un perso qui apparaît comme une fleur au début de la saison 4 en disant « Hey, je suis le petit ami de Claudia, je vous suis, je suis un mouton, ben il est gentil, il essaie d'être avenant avec tout le monde, alors qu'il sait, il sait depuis le début qu'ils vont faire quelque chose de grave. Ils vont à l'encontre des lois, ils emmerdent le monde pour aller au bout de leur idée. Et ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est qu'ils se donnent des airs moralisateurs de gars qui voient le monde de façon juste et honnête. Déjà de base, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi, j'en ai déjà parlé, Claudia et Viren accepteraient d'être proches comme ça, tranquillou, avec un Xadien, alors que justement tout ce qui les porte de base, c'est qu'ils ont peur des Xadiens et de la façon dont ils les traitent. Et donc il y en a un qui soit avec eux et ils sont en mode ok, enfin, surtout Claudia, mais même Viren vers la fin. C'est vraiment irritant. Mais surtout, ça aurait pu passer si on lui avait donné une excuse à pourquoi elle les suivait. Si c'était pas juste le bon petit samaritain tout gentil comme ça, si c'était quelqu'un d'un petit peu plus recherché psychologiquement qui avait des raisons de suivre Claudia plus que je l'aime, elle est belle, parce que c'est ça leur relation. Il n'y a rien d'ultra symbiotique entre eux, hein. C'est juste, ils se sont rencontrés hors champ, ils sont des amoureux transis. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Et pendant toutes ces 4 dernières saisons, on va le forcer à s'incruster dans le conflit alors qu'il ne sert à rien, il n'apporte rien, il ne fait que tout alourdir du début à la fin. C'est comme si on avait un Hordak bis, je sais plus comment il appelait, Hordak numéro 2, là, merde là, durant 4 putains de saisons et pas seulement une, vous voyez? C'est ultra irritant ça. Mais on essaie de lui donner de l'importance, on essaie d'appuyer qu'il est honnête et naïf, il a cette pureté, alors que dès le début de la saison 4, on le voit buter quelqu'un pour Claudia, mais nique ta mère, on a oublié ça. Le fait qu'on le force à être celui qui va lier certains points, et aussi qu'on le rende hypocrite à un niveau incroyable, j'en ai pas parlé dans mes réacs, mais quelqu'un l'a pointé en commentaire, je suis assez d'accord avec lui, je veux dire, il en veut à Claudia de lui avoir menti, de l'avoir un peu manipulé, et c'est pour ça qu'il la quitte. En mode, je ne peux pas être moi-même cette personne que tu aimes si j'accepte ça. Il trouve une façon un peu détournée de le dire. Et 2-3 épisodes plus tard, il la manipule pour essayer de la voir. Et il lui ment, il lui fait croire un truc. Il est d'accord avec ça, hein. C'est peut-être pas lui qui a eu l'idée, mais il est d'accord, il n'a pas de problème avec ça. Va te faire enculer, Terry. Va bien te faire enculer. Le fait que tu sois censé représenter la pureté, la naïveté de ce monde, mais va bien te faire mettre. Tu es lourd. Tu es la chose qui alourdit le plus le récit des saisons 4 à 7. Et je te conchis royalement dans tout ce que tu as apporté. Vraiment, t'aurais pu être intéressant si t'avais été bien écrit, mais ce n'est pas le cas. Tu es juste chiant. Tu es le personnage le plus chiant de cette série.
Bon, il n'y a pas des masses d'antagonistes dans cette série. Techniquement, genre, cible 4 principaux. Hein. On peut en citer des antagonistes de seconde zone, comme cette espèce de pirate de mes couilles dans la saison 5, qui est un petit peu osef, mais voilà, on peut en citer quelques-uns, mais il y a vraiment 4 méchants qui sont un peu mis en avant, hein, on va dire Viren en premier lieu, Claudia au bout d'un moment, Aravos évidemment sur la fin, et Karim en tant que méchant secondaire. Je tiens à l'appuyer quand même, celui-là il existe, tout simplement parce que c'est le pire, hein, je le dis clairement. Voilà, c'est le pire méchant du lot, sans souci, même s'il y avait quelques idées. Mais au fur et à mesure de son implication, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit mis en avant sur 4 putains de saisons, c'est vachement étonnant, et il devient de plus en plus le géniard qui veut que les choses soient comme il le veut lui. Alors qu'au départ, il y a ce côté, on est pour la tradition, on essaye d'appuyer ce côté différence de culture, on n'y arrive pas, et... je veux faire en sorte de rendre mon pays, mon peuple, à ses racines et pas de partir sur ce changement qui va complètement nous dérouter. Ce qui est bien entendu extrême et pas juste, mais ce qui est un peu compréhensible psychologiquement, il devient de plus en plus cette espèce de géniard qui veut le pouvoir pour lui parce que gna gna gna. Et ça devient très chiant. En particulier, le dernier épisode d'apparition où il a la mort, l'une des morts les plus drôles que j'ai plus vues depuis un certain temps. Où il est même pas foutu de réfléchir à ce qui se passe. Alors qu'il sait ce qu'a fait Aravos, non, logiquement, s'il n'est pas complètement débile. Mais voilà, c'est ce problème d'écriture de merde de cette saison 7, ça, hein, vraiment. Bon, le meilleur, sans trop de soucis, c'est Viren. Claudia et Aravos sont leurs bons points. J'ai beaucoup trop de mal avec Claudia parce que je trouve que son développement est pas satisfaisant. C'est encore un problème de développement mal fichu, des évolutions qui vont pas pour moi. Mais bon, bref, j'en ai déjà parlé des tas de fois. Au moins, elle a une présence, quoi, et Aravos aussi. Néanmoins, ouais, ses motivations suffisent pas complètement à justifier le principe de son acte. En ce qui me concerne, enfin bref. Viren est très intéressant, même si malheureusement à 2-3 moments il tombe dans quelques écarts de mauvaise écriture, parce que de son point de vue, il veut juste défendre les humains. Il a cette perception pas complètement anodine, pas complètement faussée des Xadiens qui les voient de haut, qui peuvent être une menace, à un certain degré. Bien entendu, il va trop loin et il doit comprendre les erreurs de sa voix. Et ce qu'il fait, c'est pour protéger les siens. Il voit ce qu'il fait comme un mal nécessaire pour protéger la race humaine, en gros. Et en ça, il est vraiment assez touchant, même s'il est dans le tort, parce que on comprend d'où il vient. Et on comprend aussi les regrets qu'il affiche dans les conséquences de ses actes. Parce qu'il veut faire en sorte que les choses aillent bien. Et chaque fois qu'il y a une conséquence sur ses proches, sur les gens autour de lui négative, il se sent mal, il se sent coupable. Il a conscience que ce qu'il fait, c'est pas tout blanc. Mais il a cette certitude qu'il le fait pour le plus grand bien. Et à cet égard, c'est assez prenant à suivre. Je trouve que dans les saisons 4 à 7, 4 à 6 plutôt, son revirement est pas dégueulasse. Je trouve qu'il y avait moyen de passer beaucoup plus de temps sur pas mal de points clés, une fois de plus. Le développement manque de force, mais néanmoins, malgré tout, il a vraiment énormément de passages forts et assez touchants. C'est le personnage le plus moralement complexe et prenant à suivre de cette série sans problème. Hein. Le meilleur perso du Prince des Dragons, Viren, sans problème. Maintenant, on va passer un petit peu au héros. Alors c'est un peu difficile à dire selon comment vous le percevrez. Il y en a 3, ou il y en a 6, 7... Les protagonistes, je vais quand même partir sur 3. Alors, on aurait pu citer, comme dit Janaï, qui devient une sorte de protagoniste secondaire, si j'ose dire, dans les saisons 4 à 7. Et un certain autre personnage dont on va parler
dans quelques temps, mais je vais vraiment me centrer sur notre trio principal qui prendra toujours régulièrement la vedette dans cette histoire, même si à plusieurs moments je trouve que ça ne le méritait pas. C'est-à-dire Ezran, Rayla et Callum. Soren n'est pas passé loin dans les trains, mais je trouve que on l'a beaucoup trop ridiculisé, mis au niveau comique de service, et qu'il a pour faire le pitre, pour être véritablement un héros, même si il avait le potentiel de l'être si on l'avait mieux géré. Donc ouais, Soren, je le mets en possible, mais non. De toute façon, il n'aurait pas été numéro 1. Bon, alors, étant donné qu'il n'y en a que 3... et que si j'avais compté Soren, il aurait été numéro 4 au passage, hein, et que ce soit clair. Bon, on va faire rapidement le top 3, hein, ce sera plus rapide. Alors, en numéro 3, Ezran. Alors, j'apprécie qu'on veuille un tout petit peu appuyer l'importance de ses responsabilités, surtout sur la fin. Je pense que c'est celui qui s'en sort peut-être un petit peu le mieux dans les dernières saisons à cet égard-là, mais ça n'empêche que ça reste un gamin qui fait ces trucs ultra naïfs. Il a cette tendance beaucoup trop gamine. Je suis désolé, mais nommer Batrapat comme conseiller à la table du roi, c'est du foutage de gueule. Va te faire foutre, Ezran. Bon, ça vient pas que de lui, ça vient aussi du fait que tout le monde lui accorde en disant oui, ok, très bien, si vous voulez, alors on va pas vous conseiller ou quoi que ce soit, démerdez-vous, hein. On est là pour vous suivre, on n'est pas là pour vous aider. Ça aussi, ça aide pas, mais bon, ouais. Ça va, mais je pense qu'il aurait pu être meilleur. En numéro 2, Rayla. Intéressante au début, elle est dans ce cycle de haine, mais elle veut s'en sortir assez vite, malgré le fait qu'on la voit mal, et donc c'est un peu touchant à cet égard-là. Mais une fois que c'est passé, je trouve qu'elle est juste là pour servir d'aide globale, quoi. C'est le gros bras de la bande, c'est celle qui sait bien se battre, c'est qui est bien se débrouiller, et elle le fait plutôt bien. Je pense que les moments où elle est un peu touchante, c'est lorsqu'elle doit prioriser ce qui est important pour elle, un titre personnel, ce qui est important pour le monde. Vraiment, elle a ses moments forts à cet égard-là, et je pense que c'est suffisamment disséminé au fur et à mesure des saisons pour que ce soit acceptable. Le reste, ça va. Même son histoire d'amour avec Callum, ça va. Callum qui est donc, si vous avez compris, numéro 1. J'ai un gros problème avec la gestion de la magie autour de lui, je le redis, je trouve que c'est du foutage de gueule, très mal expliqué, vraiment du ta gueule c'est magique bien gras, qu'il sache faire tous les types de magie par lui-même, et personne d'autre de toute la série, en dehors de lui en tant qu'humain, c'est n'importe quoi. Mais malgré tout, il y a vraiment ce besoin de bien faire en fait de sa part, et ce principe de sacrifice qu'on appuie à plusieurs moments pour sauver ce qui est important, ce qui lui est cher. On essaye d'en faire un sous Sokka, malheureusement à un peu trop de moments, et ouais, étant donné qu'ils ont repris exactement le même comédien pour le doubler en VO, et ben ça se ressent un petit peu trop, parce que il est clairement pas aussi drôle que Sokka, mais bon, l'humour, je leur dis, il vaut clairement pas celui d'Avatar. Je me passerai de pas mal de leurs références notamment, mais ce côté un petit peu blagueur, de temps en temps, il sert à cacher un petit peu l'horreur des responsabilités autour de lui, le poids des responsabilités qu'il a à prendre, et les nombreux moments où on sent qu'il regrette, qu'il a peur de ce qu'il pourrait faire parce qu'il est un peu manipulé par le méchant. Ça passe psychologiquement, ça passe plutôt bien. Il y a suffisamment de bons moments pour que ce soit le meilleur des trois protagonistes, même si j'estime en toute sincérité que aucun des trois n'est aussi fort en tant que personnage que, je sais pas, Amaya ou Viren. Et honnêtement, c'est plus ou moins tout en fait, hein. Si je devais dire, pour moi, les seuls vrais personnages puissants de cette série, c'est Amaya et Viren. Le reste, ça va, il y a des trucs intéressants. Maravos, j'ai envie de dire, mais c'est pas non plus sensationnel, quoi. Il n'y a rien qui me fasse dire ah, c'est vraiment génial ce qu'on fait avec ce personnage-là, ça se démarque tellement. Mais il y a des recherches intéressantes autour de nos trois protagonistes pour que je les déteste pas. Ça va, ça passe, ça se passe bien. Mais bon, avant de passer aux épisodes, il y a une dernière catégorie de personnages que je tenais à faire pour le petit bonus. Ça s'appelle les animaux de compagnie.
Ah là 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 là, cette série adore se donner des petites créatures pour accompagner nos héros. Ce depuis le début, hein, depuis le début, il y a Batrapat, qui est un petit peu la mascotte principale de la série. C'est une espèce de crapaud pas plus beau que ça, pas plus intéressant que ça, ou quoi que ce soit, qui est là. Et au fur et à mesure, ça s'est cumulé. Au fur et à mesure des saisons, il y a toujours eu cet animal de compagnie qu'on a mis en avant. Je pense que vous faites une fixette un peu maladive là-dessus. Vous aimez avoir des petits animaux choupis pour accompagner et vous trouvez des tonnes d'excuses pour en fourrer à chaque putain de fois. C'en est lourd, je vous jure, hein, à un moment, c'était vraiment lourd. C'est chaque saison, on nous en fourre un. Batrapat, Zim, cette espèce de loup à trois pattes, le phénix, il y a cette espèce de singe téléporteur que Rayla a trouvé hors champ, les mini Batrapat, et à la fin il y en a eu un dernier, je sais plus qui c'était, enfin ça m'a saoulé au bout d'un moment, quoi. Un nouvel animal des compagnies, tous les saisons, c'est chiant, c'est chiant. Et donc ouais, très vite, le meilleur c'était Zim. Et en fait, c'est une qualité en plus d'un défaut parce que Zim devrait être un des quatre protagonistes principaux en fait. Ça devrait être leur ami qui est avec eux, mais majoritairement, c'est l'animal de compagnie. Et étant donné qu'on appuie que Ezran a ce côté je parle aux animaux, je les vois un peu comme un peu nos égales à un certain degré, et ben que Zim soit un animal un peu plus imposant que les autres, un peu plus important, on va dire que les autres, ça ne se ressent presque pas. Mais presque pas. Je veux dire, au début, bien entendu, il est important parce qu'il faut le ramener à sa mère, évidemment. Mais une fois que c'est passé, ça, c'est juste l'animal de compagnie qui accompagne. Hein. C'est tout. Il n'y a rien de particulièrement puissant qui appuie autour de ça. Étant donné qu'il parle jamais et qu'on essaye même pas d'appuyer un tout petit peu ça, à part le tout dernier épisode où on nous balance, il parle maintenant. Ah mais sans ça, non. Ça a été, au bout du compte, un animal de compagnie. C'était une mascotte de plus, Zim. Et c'est particulièrement saoulant. Je vous cache pas, c'est particulièrement saoulant de voir qu'il a été traité comme ça. Mais voilà, si je dois faire le comparatif avec tous les autres animaux de compagnie, c'est le meilleur. Parce que voilà, il a quand même un arc avec ses parents, le fait de devoir reprendre le pouvoir, même si on l'appuie à peine, ça, et au bout du compte, c'est un truc qui est pas du tout à développer. Il y a son amitié avec Ezran qui est importante, et puis bon, c'est un putain de dragon, même si c'est un mini-dragon, quoi. C'est un peu plus classe qu'une putain de grenouille. Parce que ouais, je vais quand même pas dire que Batrapat non plus c'est le plus mauvais, il sait être un petit peu utile de temps en temps. Sa capacité de luire à volonté, ça a aidé à quelques petits moments, donc ça passe. Et on joue à deux trois moments sur le lien entre lui et nos héros, un petit peu joli, mais pas souvent malheureusement, et la plupart du temps il est un peu lourd et on le force. Néanmoins, oui, ce qu'on force, l'avantage c'est les putains de mini Batrapat. Cette espèce de trio de versions miniatures de lui, je sais plus comment on appelle ça, ces créatures de mes couilles. Et qu'on va forcer dans l'intrigue pour rajouter du micro-mignon au délire. Mais vraiment. Et puis on va leur donner des petits noms débiles, quoi. Tu t'appelles Chapeau, tu t'appelles Hachoum. Niquez-vous, quoi. C'est à ce moment-là que j'en ai eu ras le cul, en fait, de cette espèce de propension à fourrer de la petite mascotte de merde à tout bout de champ. Mais vraiment à tout bout de champ. Rayla revient, elle peut pas revenir toute seule, elle a forcément son petit animal de compagnie dans la saison 4. Et la saison 4, saison 5, on fout cette merde. Sérieusement. Ça m'a irrité et ça a apporté rien du tout. Parce qu'au moins la créature de merde de Rayla, eh ben on joue sur sa capacité. Ces trois blaireaux de mes couilles, ils servent à que dalle, à part à faire des espèces de petits encarts pseudo-mignons. Voilà, mais niquez-vous quoi, je suis pas là pour voir ça, je suis là pour suivre une série avec des enjeux importants, bande de connards, je suis plus un gamin de 8 ans. Merde. Voilà, excusez-moi, je tenais à le dire. C'est vraiment irritant. Il y avait clairement moyen de faire largement mieux que ça en faisant beaucoup moins de ces trucs-là. Et en donnant une vraie importance, quoi. Batrapat, c'est vraiment limite déjà, alors pensez donc. Ça fait tellement dingue à côté que je leur dis que Zim ressorte un peu comme ça, comme un animal de compagnie, plus que comme un vrai quatrième membre, je le pense sincèrement.
Enfin bref. On va passer maintenant aux épisodes. Pour le meilleur, il y a véritablement qu'un épisode, plutôt un double épisode qui m'a impacté de façon vraiment très notable. Le reste n'est pas extraordinaire, mais ça reste bien. Il y a quand même pas mal d'épisodes qui s'en sortent bien, et je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est déjà numéro 3, un trône vide de la saison 1. Alors, pas tellement pour l'intrigue centrale, même si en toute franchise, ça va. C'est nos personnages qui apprennent vraiment à se connaître, enfin qui commencent à sortir du côté formel, on se connaît pas, on fait notre bande ensemble, mais on n'apprend pas du tout à avoir de dynamique. Là, c'est la dynamique qui commence à se créer en donnant un peu de vulnérabilité à Rayla, qui était assez trognonne, même si c'était pour des conneries autour de Batrapatte. Mais au-delà de ça, c'était tout à fait acceptable, c'était pas mal. Ce qui m'a marqué surtout, c'était la rencontre, la seule véritable scène entre Amaya et Viren, puisque Amaya revient au château, et c'est vraiment ces deux personnages qui constatent que Harrow est mort, n'est plus... Enfin, semble-t-il. Mais bon, on va pas prendre en compte l'épisode final. C'est ça le principe, et c'est vraiment cette franchise entre ces deux-là, même s'ils se cachent des choses, même s'il y a clairement ces soupçons l'un envers l'autre assez évidents, il y a cette façon de se retrouver dans le fait qu'Harrow c'était quelqu'un de très proche d'eux, et franchement, on sait parfaitement jongler entre les soupçons, le côté je lui fais pas confiance, et le côté je suis avec lui, elle, pour pleurer cet être qui était important. Et c'était parfaitement rendu, c'était un des passages les plus justes de la série pour moi, c'est pour ça que ça mérite d'être numéro 3. Numéro 2, je citerai Infantis Sanguine, la fin de la saison 5. Parce que comme j'ai dit, ouais, ça a été très laborieux, mais la conclusion était vraiment impactante. Hein. Je veux dire, même la partie sur Janna et Karim, ça partait enfin sur du lourd, avec Karim qui a une victoire et pas mal de doute quant à la suite, et puis le combat de fin qui est intense à certains moments sur ce que Claudia est prête à faire en essayant de se justifier une fois de plus dans l'horreur de ses actes, dans ce qu'elle est prête à accomplir parce qu'elle veut sauver son père, tout en appuyant eh bien, la fin, semble-t-il, là aussi, de Viren, qui est prêt à laisser couler, à lâcher prise en fait, à se dire après ce qu'il a vécu, ça ne sert à rien de lutter et de vivre sur la mort de quelqu'un, même si c'est une personne créée artificiellement. Je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vivre sous la coupe d'Aravos et devoir à quelqu'un qui, au bout du compte, représente des valeurs que je ne suis plus, ma vie, en fait. Ce renoncement est particulièrement fort de sa part, et c'est un des plus grands moments de Viren pour moi, franchement. Bon, malheureusement, c'est pas sur ça que ça va se terminer. Ou heureusement, je sais pas, il y a du bon et du moins bon autour de Viren dans la saison 6. Je trouve que c'est pas plus mal d'en avoir fait plus dans un sens, mais voilà, cette presque fin du personnage était assez poignante. Et la confrontation passait nickel, l'intrigue secondaire était cool. Il y a des trucs qui sont grossiers, qui viennent surtout de comment ça a été géré avant. Voilà, la prison d'Aravos, c'est une espèce de globe à la con facile à trouver. Vous avez mis en place tout un délire sur 2 putains de saisons pour dire en quoi c'est trop complexe, trop difficile à trouver pour que ça amène à ça. Mais bon, je suis pas là pour me plaindre trop pour l'instant. C'était fort comme conclusion. Et même si, j'avoue, j'aurais pas été contre, vraiment pas été contre, que Aravos revienne à ce moment-là et qu'on ait commencé à mettre en place le conflit contre lui dans les 2 dernières saisons et pas juste la dernière, c'était quand même très satisfaisant comme conflit et comme développement et évolution de pas mal de statuts. C'est pour ça que ça vaut la place numéro 2. Mais en place numéro 1, sans trop de problèmes, c'est les épisodes 5 et 6 de la saison 2. Le meilleur passage autour de Viren et tout le flashback en 2 épisodes, vraiment filé sur 2 épisodes, autour de lui, Harrow, leur conflit avec Xadia et tout ce qui s'ensuit. C'est tout
ce qui appuie pour moi la force de la mise en place des enjeux qui sont malheureusement pas bien filés, c'est-à-dire le besoin des humains de survivre, de faire quelque chose avec ce qu'ils ont à disposition, ce qu'on est prêt à oser faire dans l'autre camp pour survivre, et les conséquences de œil pour œil, dent pour dent qui vont s'en suivre, qui seront au passage un petit peu appuyées dans un autre flashback de la saison 3 que j'ai trouvé très cool là aussi. C'est assez puissant ça. J'ai absolument aucun grief contre ça. C'était très efficace la façon d'appuyer l'histoire de Viren et de Harrow, comment elles en sont venues à prendre ces décisions, comment Harrow a eu du mal avec ces décisions mais a fini par la prendre pour pouvoir sauver le plus de gens possible face au pragmatisme de Viren qui était une fois de plus pas complètement diabolisé, il y avait quelque chose derrière ça, et une fois de plus, ses regrets par rapport aux conséquences des actes. Le fait que la reine soit morte à cause des suites de leur attaque, il le vit très mal, et c'est le premier à vouloir se venger à cause de ça, dans un sens. C'est très puissant pour appuyer ce passé-là à travers une excuse plutôt bien faite où Viren essaye de défendre avec le plus de conviction possible le besoin de se défendre face à d'autres royaumes qui, eux, n'en ont rien à foutre de Xadia de base. Notamment Anya, je trouve, qui a une excellente introduction avant qu'elle devienne juste Green Arrow par la suite. Ça va par la suite, mais je trouve qu'elle brillera jamais autant que dans ce double épisode-là. Et on fait même une espèce de parallèle plutôt filé pas mal avec Callum qui lit la dernière lettre que lui a laissée son beau-père après une saison et demie à attendre. Enfin, je lis cette lettre, ce qu'elle représente, et les derniers mots que m'a laissé mon beau-père. Comment je vis ça, et bien entendu, ça fait le lien avec ce flashback. C'est excellent en termes de mise en scène, c'est excellent en termes d'enjeux, de mentalité, de tout ce que promet en fait ce monde dans sa mise en place. Et c'est franchement dommage que ça n'ait jamais atteint ce niveau-là par la suite, parce que c'était la meilleure partie de loin, en termes de narration, en termes d'émotion et de complexité même que cet univers avait à donner. Malheureusement. Bon, c'est pas aussi irritant que d'autres séries que j'ai traitées dans le genre, on va dire, comme She-Ra, Star Butterfly, etc. Mais ça va un petit peu dans la même veine, c'est-à-dire vous ne savez pas développer ça acceptablement en dépit des enjeux mis en place, et c'est ultra frustrant de voir que ça évolue de cette façon aussi foireuse. Mais vraiment. Et j'ai été particulièrement irrité avec 3 de ces épisodes. Il y en a quelques autres aussi que j'aurais pu citer, mais on va seulement se contenter de 3. Le premier, c'était La Grande Évasion, le final de la saison 4. Rex Igneus est le pire gâchis de la série pour moi. Il y avait quelque chose de très fort autour de lui, et l'avant-dernier épisode, il a un moment extraordinaire, mais putain, on le traite comme de la merde. On passe tellement de temps à le chercher, une fois qu'on le trouve enfin, c'est traité à moitié comme de la grosse blague. Et lorsque on met en avant le conflit avec le groupe d'antagonistes, et ben il devient complètement débile. Ça devient un débile profond qui emmerde le monde. Voilà ce que c'est Rex Igneus à ce moment-là. Et c'était ultra irritant de voir ça. Je veux dire, il y a une partie des conflits qui sont un petit peu chiants aussi, mais c'est surtout ça. Le traitement de Rex Igneus était particulièrement lourd dans ce final. Et ça a foutu en l'air toute la quête de le trouver, parce que c'était seulement ça. Il n'y avait rien d'autre que trouver Rex Igneus pour avoir une info qu'on n'aura pas. Les méchants vont avoir l'info, et on n'a pas l'info nous-mêmes, même si techniquement vous auriez pu, putain. C'est surtout quand on le revoit dans la saison 7, il s'est calmé. Pourquoi vous n'avez pas attendu qu'il se calme pour lui demander l'information plutôt que de l'avoir par chat par quelqu'un d'autre qui l'avait comme ça? Parce que vous avez eu de la chance. Ouais, ça aussi, il y a un parti d'écriture un peu discutable. C'est vraiment chiant. Rex Igneus me gonfle dans cet épisode en particulier par le gâchis total de tout ce qu'il avait à offrir. Numéro 2, le désert de minuit.
Bon, j'aurais aussi pu citer l'épisode suivant qui fait un peu suite à ça, parce que c'est vraiment un double épisode dans un sens, et je trouve que l'épisode suivant est vraiment très moyen. Mais c'est vraiment ce premier épisode, double épisode entre guillemets, qui est le pire, quoi. Vraiment naze. C'est Ezran qui, depuis le début de son retour au royaume de Catolis, n'a rien fait d'intelligent, de constructif. Mais vraiment, que dalle. Il dit, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Tout le monde est énervé et on n'essaye pas de réfléchir. On présente des solutions, même pas des solutions, dire il faut pas faire ça parce que c'est pas bien, je vous jure, c'est comme ça. Et il ne se pose pas de questions. Il n'essaye pas de faire des enquêtes, il n'essaye pas d'avoir une approche un peu différente ou quoi que ce soit. Et on peut dire, c'est un enfant, il sait pas trop très bien. Alors pourquoi ses conseillers n'essayent pas de faire quoi que ce soit par rapport à ça? Est-ce que tout le monde à Catolis est un débile profond? C'est la question que je pose. Et c'est ça le truc hein, qui se ressent dans pas mal de moments, c'est le côté vraiment débile profond de la plupart des personnages qui sont pas foutus de réfléchir à leur situation. Je veux dire, vous avez un rôle majeur important, vous avez des choses importantes à gérer, vous ne savez pas réfléchir à ça. Et donc, c'est ce moment de chute de Ezran qui prend une décision débile. Parce qu'on lui force la main, il y a ce représentant d'un des peuples, d'un des autres royaumes, qui veut lui forcer la main en mettant Viren à sa place. Et il dit ok, si vous me promettez que vous laisserez ceux qui veulent pas se battre, ok. Alors Viren est quand même sympathique et il suit les désirs d'Ezran, même si, ce faisant, il considère ceux qui le font comme de la merde, mais ok. Mais c'est complètement con, mec. Tu veux faire en sorte qu'il n'y ait pas de massacre en permettant à Viren de prendre le contrôle. Tu vas mettre en place le massacre, le conflit. Alors que tu aurais pu jouer sur le fait que vous êtes en supériorité numérique avec votre armée, même si une fois de plus, je trouve, Catolis, ça a l'air d'être un village de 200-300 habitants maximum, hein, de ce qu'on montre du royaume. Hein. Vraiment, donc ça donne pas vraiment l'impression d'avoir une super grande armée, etc. Mais bon, c'est ce qu'on voit et ce qu'il y a pour de vrai, c'est pas toujours la même chose. Enfin bref, quoi, il a un certain avantage sur lequel il aurait pu jouer. Il n'essaye pas de réfléchir, il n'essaye pas de discuter ou quoi que ce soit. Il se laisse faire comme un blaireau. Et au bout du compte, sa contribution aura été nulle. Il aurait pu ne pas revenir. Il ne serait pas revenu et ça aurait été mieux. Il ne serait pas revenu. Très certainement, on aurait fait tuer Viren et il n'aurait pas pris le pouvoir. Parce que Opélie aurait un peu forcé le truc. Au moins, Opélie, elle sait prendre des décisions un peu tranchées. Même si elle est conne, hein, parce qu'une fois de plus, elle a aucune, elle a rien à proposer à Ezran. Ezran, il prend ses décisions tout seul, comme un grand. Et on le laisse faire. Personne n'est là pour le conseiller d'une quelconque façon. Tu ne sers à rien, Opélie. Tu me fais chier. Je suis désolé. Cette femme est chiante. Et à côté, il y a toute la partie désert de minuit, comme dans le titre. Et ça casse pas trois pattes à un canard. C'est le couple Rayla-Kaloum qui commence enfin à se concrétiser, mais avec des anicroches un peu nazes, et surtout qui sont complètement cons de se laisser avoir par cet elfe qui viendra leur piquer Zim l'espace d'un moment, qui n'amènera absolument à que dalle, puisque la résolution sera nulle à chier aussi. Enfin bref, c'est... Rien de sans sas, quoi. Hein. L'épisode suivant, c'est un peu le suivi, la conclusion de ce que cet épisode 4 a mis en place, et c'était pas satisfaisant particulièrement. C'était très moyen. Enfin bref, pas génial. Mais le pire pour moi, c'est l'épisode juré scellé de la saison 7. Eh oui, un des tout derniers. L'épisode centré sur Tri, qui va revenir auprès du royaume dans un truc sur lequel je ne me suis pas penché, ça aussi c'est un autre défaut que j'aurais pu pointer, c'est le problème de temporalité complètement naze dans l'écriture. C'est des gens qui vont d'un point à un point B en l'espace d'une journée, et d'autres qui parcourent une distance du même acabit en un mois presque. C'est ridicule, je trouve des fois. Enfin bref, c'est un détail ça, si j'ose dire. Voilà, il s'est passé 2 semaines depuis le dernier épisode, et Terry revient
tranquillou au château, personne le capte parce qu'on n'a rien eu à foutre de lui, et on passe 3 plombes à se demander s'il est digne de confiance ou pas. Il est digne de confiance parce qu'il aide des animaux. Ah, j'ai pas parlé aussi dans les animaux de compagnie, il y a aussi ces oiseaux de merde là. Voilà, c'est niais, stupide. La façon de gérer cette information qui leur vient, parce que c'est à ce moment-là que Ezra et compagnie apprennent qu'Aravos est en vie. À 4 épisodes de la fin quand même, hein. On a le temps, hein. Mais ouais, c'est à ce moment-là qu'ils apprennent qu'il est en vie, et on préfère traiter le sujet avec des blagues, avec ce ton puéril de merde qui n'a absolument rien à faire à ce moment-là. Mais c'est Terry, il faut que ce soit léger autour de lui, il faut qu'on appuie que c'est quelqu'un d'un peu naïf, de pur, et donc on doit appuyer qu'il a ces petits rituels d'elfe de la forêt, ami de la nature, mon cul, tout ça, et Ezran qui doit apprendre à se calmer parce que lui aussi il aime les animaux comme moi, gna. La façon aussi dont on nous balance le mode opératoire voulu par Aravos, qui n'a jamais été ultra clair avant, et incroyable de foutage de gueule, c'est que maintenant, c'est de cette façon-là que vous nous le dites, et vous nous balancez que en 2 semaines, il n'est pas allé plus loin que ça, que... Oh, putain, j'en peux plus, quoi. Ça m'a gavé, j'étais plus dedans, je veux dire. Aravos, je comprends qu'il soit en colère et qu'il veuille se venger des dieux, mais je comprends toujours pas l'intérêt de faire ça en emmerdant les gens, en fait. T'avais rien de mieux pour atteindre cette espèce de conseil des étoiles qui n'apparaît réellement que durant un putain d'épisode de toute la série, qu'en emmerdant le monde, en fait. C'est... voilà. C'est ce genre de choses un peu beaucoup irritantes en ce qui me concerne, qui fait que ouais, j'ai pas été pris par les motivations du méchant, même si de base, ouais, se venger des grands pouvoirs en instance qui lui ont enlevé sa fille, c'est compréhensible, mais c'est ce qu'il veut faire, ça n'a aucun sens, et c'est jamais justifié particulièrement, et vous voyez, c'est Terry tout simplement. Terry et le ton qui va avec, insultant. Voilà, c'est la fin de ce bilan. J'espère que ça vous aura plu. Je vous recommande pas spécialement cette série, mais ça se regarde, quoi. Je suis un peu irrité de me taper des séries de cet acabit-là. Je pense que la prochaine fois, je vais prendre une série qui aura peu de chances de tomber sur ce genre de problème. Même si c'est pas sûr du tout que ce soit une bonne série, c'est ça le principe de réagir à chaud, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. A bientôt pour de futures vidéos, bye.